Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo sur les condensateurs, je vous propose de voir maintenant l'approche fréquentielle de l'étude du découplage lorsqu'il y a des commutations. Donc, on repart finalement de la vidéo précédente dans laquelle on a effectué une approche temporelle pour l'analyse du choix des condensateurs de découplage. Alors, je vous rappelle simplement que la source d'alimentation est une source USB par l'intermédiaire d'un câble USB de 1 mètre qui est caractérisé par son impédance, c'est-à-dire la mise en série d'une résistance parasite série en quelque sorte, plus une inductance parasite série liée donc au câble USB. Ensuite, la charge. La charge, c'est une charge de courant pulsé qui simule à peu près le comportement d'un circuit intégré lorsque ce circuit intégré commute une charge. Le courant commuté est de 100 mA et les temps de montée et de descente sont de 2,5 nanosecondes. Donc ça, c'est ce qu'on a étudié dans la vidéo précédente, vidéo très longue que je vous invite à voir impérativement si vous ne l'avez pas vu. Le circuit qui a été étudié dans cette vidéo précédente, c'est donc le circuit suivant. On dispose ici donc d'une alimentation 5 volts qui est la source de l'USB, notre câble USB modélisé par L3 et R4 ici. Ensuite, le condensateur des découplages global, donc une forte valeur, une inductance de piste qui relie ce condensateur de découplage global à un condensateur de découplage local, et ensuite, par l'intermédiaire d'une toute petite impédance de connexion, une petite longueur de piste, on arrive sur le circuit intégré à alimenter. Et ici, ce circuit intégré est simulé donc par une source de courant. Alors, si maintenant on veut s'intéresser aux aspects fréquentiels, eh bien, s'intéresser à l'aspect fréquentiel de tout cela, ça consiste en fait à étudier l'impédance de l'ensemble de ce circuit. Donc l'impédance vue de ces points-là, alors considérant que celui-ci est relié à la masse, donc vue à partir de ce point-là. Et quand on étudie cette impédance-là, on se situe donc dans le domaine fréquentiel, et au moment de cette étude-là, qui est une étude donc en régime alternatif, on va considérer que la source ici de tension continue, parfaite, est assimilable à un court-circuit. C'est donc l'impédance vue de ce point-là qui nous intéresse. Alors, je vais basculer sur le simulateur, et donc sur le simulateur, on retrouve le schéma qui est proposé, pour lequel j'ai temporairement fait disparaître les condensateurs de découplage. La simulation s'effectue en injectant un courant donc alternatif dans la ligne d'alimentation. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir quelle est donc l'impédance de cette ligne d'alimentation. Et pour ça, je vais visualiser ici ce qui correspond à l'impédance vue de ce point-là. Celui-ci ici. Là. Alors, si on observe un petit peu la caractéristique obtenue, alors cette caractéristique, je l'ai un petit peu modifiée. Je suis allé ici dans les échelles de l'axe des abscisses et j'ai choisi une représentation logarithmique. Donc, je vois l'impédance en ohms de mon circuit d'alimentation. Alors, dans les basses fréquences, ce qu'on voit, c'est donc une résistance globalement, et cette résistance, c'est celle qui provient de la résistance du câble USB. Et puis ensuite, il arrive un moment où les différentes inductances qui interviennent dans le circuit ont une incidence. Et cette incidence, elle conduit, si je me positionne sur ce point-là, par exemple, à avoir à 100 kHz une impédance de 1 ohm. Bon, ça signifie que dans ma ligne d'alimentation, je vais avoir une chute de tension qui va commencer à être prépondérante dès lors que la fréquence augmente. Puisque plus la fréquence augmente, comme vous le voyez ici, et plus l'impédance de mon réseau d'alimentation est importante. Bien, l'objectif de la mise en place des condensateurs de découplage, c'est de venir justement faire s'écraser cette caractéristique de façon à ce que sur l'ensemble du spectre, pour toutes les fréquences, c'est-à-dire pour tous les signaux rapides qui vont intervenir, dont l'étalement en fréquence est important, eh bien, on va pouvoir, comme ceci, limiter l'impact que cela aura sur le potentiel sur ce point-là, qui correspond au potentiel donc d'alimentation de notre circuit intégré. Alors, on regarde ce qui se passe quand on ajoute juste une capacité de découplage, 3,3 nanofarad, c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Donc voilà ce qui se passe.
Et ce qui est intéressant, hein, c'est évidemment d'avoir toujours en arrière-plan la vidéo précédente et les explications qui étaient présentées, parce que quand on visualise cette caractéristique, ce qu'on voit apparaître ici, c'est un phénomène de résonance. Alors on parle souvent d'anti-résonance sur ici ce qui correspond donc à notre circuit d'alimentation, dont la fréquence est de 2,26 MHz. Ces 2,26 MHz, on les a parfaitement calculés dans la vidéo précédente en faisant intervenir la boucle qui apparaît ici, là, hein, toute cette boucle-là, voilà, hein, qui prend en compte à la fois la source d'alimentation et le condensateur de découplage qui vient d'être ajouté. Alors vous allez me dire, ah bah oui, on voit que c'est pas bon dans cette zone-là, mais il y a un revers, enfin il y a une partie intéressante, hein, c'est que dans cette partie-là, on a maintenant ajouté un composant qui nous permet d'avoir une impédance de source qui soit beaucoup plus faible dans cette zone-là. Donc globalement, on est quand même gagnant parce que dans toute cette partie-là, c'est bon. En revanche, eh bien, cette fréquence d'antirésonance qui apparaît ici, on l'a vu, elle a un impact dans le domaine temporel. Hein, elle fait apparaître un régime oscillatoire à la fréquence de 2,26 MHz. Bien donc, il va falloir faire en sorte d'éviter, tant que possible, hein, l'apparition de ces phénomènes-là. Alors, on continue à regarder ce qui se passe dans les différents cas de figure et on ajoute maintenant uniquement le condensateur de découplage de forte valeur. Alors, lorsque j'ajoute le condensateur de découplage de forte valeur, c'est intéressant, on le voit ici, hein, sur cette caractéristique. Dans les fréquences relativement basses, eh bien, ce qu'on voit, c'est une caractéristique qui est très largement améliorée. On a largement abaissé l'impédance de la source. Par contre, il arrive un moment, à une certaine fréquence, où eh bien, on a un système qui est un petit peu défaillant par rapport à ce qu'on peut obtenir, on le voit ici, avec une petite capacité de découplage. Et là, on commence à voir apparaître la complémentarité de l'utilisation de ces deux capacités de découplage qui ont des domaines d'intervention dans des fréquences différentes. Le domaine d'intervention de notre capacité de 47 microfarad, eh bien, on le voit ici, hein, ça va être vraiment intéressant de 100 kHz à quelques mégahertz. Alors, je poursuis, et maintenant on regarde ce que ça donne quand on utilise donc les deux. Voilà, quand je fais apparaître les deux, assez logiquement, je retrouve dans les grandes lignes ce que j'avais dans le meilleur des cas pour chacune d'entre elles. Avec tout de même ici une fréquence d'antirésonance, pareil, hein, qui a été caractérisée parce qu'elle mène à un petit régime oscillant sur la réponse lorsqu'il y a une commutation. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été visualisé dans le domaine temporel dans la vidéo précédente. Mais on le voit effectivement apparaître ici très facilement sans avoir de calcul à faire. On voit bien qu'à la fréquence de... Alors on est un petit peu plus de... On est quasiment à 30 MHz, oui, hein, c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. À une trentaine de MHz, on avait effectivement un phénomène qui se produisait ici. Bien, je poursuis et j'améliore le dispositif. Et pour l'améliorer, je passe maintenant à un condensateur de 100 nanofarads. Donc je remplace le 3,3 par 100 nano. Et on le voit ici, on casse maintenant la résonance qui avait lieu ici. Et on se retrouve maintenant avec quelque chose comme ça. En plus, c'est particulièrement intéressant parce que le choix nous permet d'avoir quelque chose pour lequel on n'a plus d'antirésonance. Donc c'est une très grande amélioration. Et on a maintenant quelque chose qui est optimum, entre guillemets. Hein. Alors on pourrait améliorer dans cette partie-là, évidemment. Et pour améliorer, on pourrait par exemple imaginer ajouter une capacité supplémentaire de découplage de plus petite valeur avec de meilleures caractéristiques et en particulier surtout une inductance série parasite plus faible pour faire chuter cette valeur, puisque je vous le rappelle, hein, cette valeur ici, hein, cette droite qui apparaît là, cette asymptote, elle est d'autant plus haute que l'inductance série est importante. Donc ici, on a baissé l'inductance série et par conséquent, on arrive à ce stade-là. Alors ça se voit assez bien quand on regarde les inductances série qui sont présentes sur le schéma. Ici, par exemple, les 47 microfarads, ça conduit à avoir une inductance série de 2,58 nanohenry.
auquel on ajoute en plus 5 nanohenries qui correspondent à l'inductance de piste. Globalement, tout ça, évidemment, c'est beaucoup moins bon que les 0,35 que je vois ici. Donc c'est ce que je visualise ici. Là, ce sont les 0,35 plus 1,5 nano qui apparaissent sur cette ligne-là. Et puis ici, ce qu'on visualisait dans cette partie-là, eh bien, c'était les 2,58 plus 5 plus 1,5 qui conduisent à cette caractéristique-là. Donc on voit que plus l'inductance série est élevée, plus l'impédance remonte en haute fréquence. Bien, alors, d'autres propositions pour vous montrer différents intérêts. Imaginons maintenant que la capacité donc, de découplage local soit mal placée. Qu'est-ce qui se passe lorsque je place mal ma capacité de découplage local? Alors, ce que je vous propose, c'est de faire disparaître certains signaux pour que ce soit plus clair. On va retirer celui-ci dont on n'a plus besoin. On va retirer... alors ZPDN4, c'est ça. Celui-là également. Donc voilà, là, actuellement, on se place dans la situation, on le voit ici en magenta. Ça, c'est mes deux capacités de découplage avec une capacité de découplage locale qui est bien placée. Si maintenant, je place mal la capacité de découplage local, alors la placer mal, ça veut dire la mettre trop loin du circuit intégré, reliée par une piste par exemple trop fine, ce qui conduit, là je l'ai représenté avec une piste de 0,5 mm de largeur et quelque chose comme 20 ou 25 mm de longueur. Ça aboutit à une inductance série de 15,45 nanohenries. Et si on regarde l'impact, eh bien c'est quelque chose comme ça. On voit très clairement qu'on fait remonter ici l'impédance en haute fréquence. Et donc au moment des commutations rapides, eh bien ça va avoir un impact effectivement, puisque ça va faire remonter le pic qui est lié aux commutations rapides, le pic de tension qui va apparaître sur la ligne d'alimentation juste aux bornes du circuit intégré. L'objectif, on le voit, c'est de toujours minimiser l'impédance globale de notre ligne d'alimentation. Et là, on l'a pas mal minimisé. Alors, est-ce qu'on peut encore améliorer ça? Eh bien, dans certains cas de figure, vous l'avez peut-être déjà remarqué, on a des systèmes sur lesquels des ingénieurs d'application vont mettre en place beaucoup de condensateurs en parallèle. Et là, par exemple, je vous présente un cas de figure, c'est celui pour lequel je remplace ma capacité de 47 microfarads par 10 condensateurs de 4,7 microfarads en parallèle. Donc au total, j'obtiens 47 microfarads, mais par contre, je vais obtenir 47 microfarads avec une inductance série parasite plus faible et une résistance série parasite plus faible. Effectivement, c'est ce que j'observe ici, comme cela. Donc là, on voit que sur cette caractéristique, on a amélioré la réponse dans toute cette partie-là. Parce que la mise en parallèle de mes condensateurs conduit à une valeur de résistance série qui est plus faible. Alors je vais rajouter, ce qui manque ici, c'est donc le condensateur de 100 nanofarads. Hop. Et on va resimuler. Et là maintenant, dans ce cas-là, eh bien, on retrouve le comportement en haute fréquence de notre système précédent avec 47 micros uniques plus 100 nanofarads. Et dans cette partie-là du spectre, eh bien, on obtient une réponse qui est meilleure du fait de l'abaissement donc de la résistance série, de la capacité résultante, du condensateur résultant, de la mise en parallèle de 10 condensateurs de 4,7 microfarads. Notez que ces condensateurs de petite valeur ont au départ une résistance série qui est moins bonne que le condensateur de 47 microfarads, puisque ce qu'on a ici, c'est une résistance série de 1,93 ohms, alors que si on regarde le condensateur de 47 micros, ce condensateur de 47 micros avait une résistance série de 0,39. Oui, mais quand j'en mets 10 en parallèle, j'obtiens finalement 0,19 ohms, ce qui est pratiquement 2 fois mieux que ce que j'avais avec mon condensateur tout seul. Bon, évidemment, tout ça, c'est réservé à des applications particulières parce que mettre 10 condensateurs de 4,7 microfarads en parallèle, ça va quand même coûter plus cher que un condensateur de 47 microfarads directement.
Voilà, donc dans cette vidéo, on a vu effectivement comment on pouvait observer l'impact sur finalement la réponse temporelle de notre système complet par rapport, enfin, en utilisant cette fois-ci une représentation fréquentielle. Avec, pour mémoire, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il est nécessaire ici d'abaisser globalement l'impédance de notre source pour obtenir une bonne réponse et préserver donc la ligne d'alimentation des variations qui sont liées aux commutations donc, de courant qui apparaissent au niveau des différents circuits intégrés qui sont alimentés par cette source d'alimentation. Bon, j'espère que ça a été suffisamment clair. Voilà, c'est la fin de cette vidéo relativement courte. J'ai toujours l'impression que c'est court, moi, mais je pense que c'est souvent trop long pour beaucoup. Bien, si vous l'avez apprécié, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur ge2i.fr, vous pouvez le faire, puisque les schémas qui sont utilisés pour ces simulations, vous pouvez les retrouver justement sur le site ge2i.fr dans la catégorie de cours correspondant. Et donc là, il s'agit donc de la catégorie des cours sur les condensateurs de découplage. Voilà, merci de m'avoir suivi et à bientôt pour d'autres vidéos.